L'accord sur le nucléaire iranien a été un accord majeur signé en 2015 entre l'Iran et le P5+1, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne et l'Union européenne. À l'époque, il avait été salué comme étant une étape historique pour la paix dans la région. Aujourd'hui, il est au cœur d'une crise diplomatique qui pourrait faire basculer le monde dans une guerre. Est-ce que cela peut être évité et à quel prix? Ce sont ces questions et bien d'autres que je vais poser au ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Euronews. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors le voilà, le plan d'action global commun, 158 pages. C'est l'accord que vous avez contribué à forger sur une période de 20 mois. Vous dites qu'il s'agit du meilleur accord possible et qu'il n'est pas négociable. Mais ce document est moribond depuis plus d'1 an. Continuez-vous à penser que cet accord peut survivre sans les États-Unis ? Eh bien, les États-Unis ont fait partie de cet accord. Les États-Unis ont négocié cet accord. Ils ont même souvent travaillé au nom des autres membres du groupe E3+3, à savoir les 3 pays européens et les 3 autres membres permanents du Conseil de sécurité que sont les États-Unis, la Russie et la Chine. Il a été méticuleusement négocié. Ce n'est pas un compromis optionnel. C'est un compromis qui a été approuvé par une résolution du Conseil de sécurité. Il fait partie intégrante d'une résolution du Conseil. Et comme vous l'avez dit, il fait 158 pages. Il n'a pas été conçu du jour au lendemain. Il a été négocié minutieusement. Presque chacun des mots qui s'y trouvent ont fait l'objet d'une négociation difficile. Donc je sais bien que ce n'est pas le meilleur accord. Ce n'est pas celui que je voulais. Ce n'est pas celui que les États-Unis voulaient, ni celui que la France voulait. Nous avons tous émis des objections sur cet accord, que ce soit publiquement ou en privé. Mais c'est comme cela dans une négociation multilatérale. Vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous voulez, sinon il n'y aura pas d'accord. Absolument, et vous avez dit que c'était le meilleur accord possible, mais depuis 1 an maintenant, il s'effondre. Et vous êtes ici en Europe, à Paris, pour essayer de le ressusciter. Vous avez rencontré le président français Emmanuel Macron, l'un de vos meilleurs alliés dans cette quête. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose de nouveau? Est-ce que l'Europe a fait de nouvelles promesses à l'Iran? Le président Macron, dans ses conversations avec le président Rouhani et dans ses conversations avec ses autres partenaires en Europe et ailleurs, a fait de son mieux. Vous savez, cet accord est fondé sur des engagements mutuels, réciproques. L'Iran a maintenu ses engagements, comme vous l'aviez indiqué. Mais les États-Unis ne l'ont pas fait. Ils se sont retirés de l'accord. Et les Européens ont été soumis à des restrictions et à des contraintes pour pouvoir remplir leurs obligations dans le cadre de cet accord. Avec le président Macron, nous avons discuté de la possibilité que les États-Unis reviennent pour honorer leur partie de l'accord, ou bien des possibilités pour l'Europe et les 12 autres membres de l'accord de Vienne, plus les autres membres de la communauté internationale de s'en tenir à leurs engagements, qui sont indépendants de ceux des États-Unis. Bien sûr, nous savons que les États-Unis ont une grande influence sur l'économie mondiale, mais d'autres pays ont également un rôle important. Ont-ils dit quelque chose de nouveau? Est-ce que le président français avait de bonnes nouvelles à vous communiquer? Eh bien, nous avons eu une très bonne discussion et le président Macron va continuer à dialoguer avec ses partenaires et voir où cela peut nous conduire. Vous avez accusé l'Europe et vos partenaires européens d'inaction, de ne pas avoir fait assez pour sauver cet accord. Et vous venez d'adresser un ultimatum à l'Europe fixé au 5 septembre. C'est donc cela, plus de délai pour que l'Europe contribue à sauver le JCPOA, l'accord de Vienne? Alors que se passera-t-il le 6 septembre? Nous n'avons pas imposé à qui que ce soit un ultimatum. Ce que nous avons fait est dans le cadre de l'accord. Cet accord qui a été négocié non pas dans un climat de confiance mutuelle, mais dans un climat de méfiance. Et dans ce texte, il y a un mécanisme qui permet de remédier à une violation de l'accord, qu'elle vienne d'une partie ou d'une autre. Et nous travaillons à partir de ce mécanisme qui est décrit dans le paragraphe 36 de cet épais document que vous avez devant vous. Donc ce sont les mesures que nous prenons. Nous n'avons pas fixé d'ultimatum. Nous avons seulement donné à nos partenaires européens et à la Russie et la Chine, qui sont nos partenaires stratégiques, un échéancier.
Dans ma lettre à Federica Mogherini en novembre dernier, en novembre 2018, je lui ai dit « Nous allons vous transmettre un échéancier pour que vous mettiez en œuvre le paragraphe 36. » Nous avons finalement transmis cet échéancier le 8 mai et nous travaillons à partir de cela. C'est dans le cadre du JCPOA, l'accord de Vienne. Les actions que nous avons entreprises ont une caractéristique essentielle. Elles sont réversibles. Si l'Europe, seule ou avec les États-Unis, cela dépend d'elle, décide de remplir sa part des obligations dans le cadre de l'accord, alors nous pouvons facilement, dans les heures qui suivent, revenir à une application pleine et entière de l'accord. Vous exercez actuellement une pression supplémentaire. Pourquoi enrichir de l'uranium au-delà du niveau autorisé? Qu'est-ce que cela vous apporte et comment attendre de vos partenaires en Europe qu'ils continuent à défendre l'Iran sur cette voie? Nous ne nous sommes pas retirés de l'accord. Nous n'avons pas abrogé l'accord. Nous ne l'avons pas quitté. Nous avons recours au mécanisme même de l'accord. Nous avons recours aux dispositions de l'accord qui ont été prévues dans ce texte. Ce qui est important, c'est que nos partenaires en Europe prennent une décision non pas sur l'Iran, mais sur la façon dont ils veulent traiter avec les États-Unis. Ils doivent décider s'ils veulent être indépendants ou s'ils acceptent que les États-Unis imposent leur volonté. Si les États-Unis imposaient leur volonté pour obliger l'Europe à respecter le droit international, ce ne serait pas bon, mais ce serait justifiable. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que les États-Unis imposent leur volonté au reste du monde pour violer le droit international. Et c'est tout à fait inacceptable. Et pour l'Europe, dont l'avenir est basé sur le multilatéralisme et l'état de droit, c'est une menace pour l'avenir. Je pense donc que c'est une décision importante et nous sommes heureux que le président Macron prenne l'initiative. Nous savons que l'Europe veut pouvoir prendre seule ses décisions sans laisser d'autres le faire pour elle. Votre porte-parole est allé jusqu'à dire « Nous n'avons plus d'espoir, nous ne faisons confiance à personne ni à aucun pays ». C'est une situation diplomatique assez sombre. Qui sont vos amis aujourd'hui ? En ce qui concerne les relations internationales, nous voulons dialoguer avec tout le monde. Mais nous ne faisons confiance qu'à notre peuple, aux gens qui sont dans nos rangs. C'est ce qui nous a permis de survivre à 40 ans de pression extérieure. Et nous allons continuer d'y survivre en basant notre confiance sur notre peuple. Cela ne veut pas dire que nous avons une politique étrangère isolationniste. En fait, nous sommes impliqués dans notre région. Nous luttons contre le terrorisme, contre les agressions, les ingérences dans notre région. Et nous continuerons à jouer un rôle actif au sein de la communauté internationale. Mais au bout du compte, nous avons appris à nos dépens que nous ne pouvions avoir confiance qu'en notre peuple et en nos capacités, sans que cela ne nous empêche de prendre des engagements avec l'extérieur. J'aimerais parler de l'un de vos engagements, et il est controversé, votre engagement en Syrie. L'un de vos alliés les plus importants est le président syrien Bachar el-Assad. C'est une guerre qui a fait 400 000 victimes, qui a déplacé des millions de personnes, qui dure depuis 8 ans. Pourquoi continuer à soutenir Bachar el-Assad, malgré les preuves accumulées sur ce qu'il a fait à son propre peuple ? Le problème, c'est que ce n'est pas Assad qui a commencé cette guerre. C'est une guerre qui lui a été imposée, à lui et au peuple syrien depuis l'extérieur. Il est désormais clairement établi que certains des alliés occidentaux ont aidé Daesh. Ils ont aidé l'État islamique et Al-Nosra, et certains continuent même de financer Al-Nosra. Et si Assad n'avait pas combattu Daesh, aujourd'hui Daesh aurait Damas pour capitale, au lieu d'être une organisation ne disposant plus de territoire. Nous avons aidé dans cette lutte, nous avons aidé le peuple syrien comme nous avons aidé le peuple irakien et le peuple du Kurdistan irakien. Quand Daesh a attaqué la région kurde, M. Barzani, le chef du gouvernement régional kurde en Irak, a lancé un appel à tous. Il a appelé les États-Unis, il a appelé tous les autres et personne n'est venu à son aide. Les seuls qui sont venus l'aider à combattre Daesh étaient des Iraniens. Donc nous avons mené cette guerre pour l'Europe.
Car si ça n'avait pas été le cas, vous auriez aujourd'hui affaire à une organisation terroriste, une organisation extrémiste qui contrôlerait un vaste territoire. Vous avez également contribué à modifier l'équilibre de cette guerre en faveur de Bachar al-Assad. Nous avons modifié l'équilibre de cette guerre contre les terroristes sans favoriser qui que ce soit. Nous espérons l'avoir fait en faveur du peuple syrien. Nous avons travaillé. Pensez-vous que le peuple syrien en a bénéficié? Le peuple syrien, personne ne tire un avantage d'une guerre. Mais le peuple syrien a bénéficié de la défaite de Daesh. C'est le critère important. Nous travaillons depuis 3 ans avec la Russie et avec la Turquie pour mettre fin aux hostilités. Nous avons réussi à amorcer une désescalade. Le seul plan qui a fonctionné au cours des 4 dernières années depuis 2015 est le processus d'Astana. Et nous continuons à y travailler. Nous avons presque finalisé une commission constitutionnelle pour la Syrie. Nous allons donc de l'avant. Et je pense que c'est une contribution importante à la paix et à la stabilité régionale. Il y a 6 ans, lorsque je suis devenu ministre des Affaires étrangères, nous avons proposé un plan de paix pour la Syrie. Lorsque nous avons proposé un plan de paix pour le Yémen, la guerre a éclaté immédiatement. L'Arabie saoudite, à cette époque, a cru et a annoncé qu'elle pourrait remporter une victoire militaire. La même chose est vraie pour le Yémen. Ils croyaient pouvoir envahir le Yémen en 3 semaines. Cela fait maintenant 4 ans. Nous avons fait pression pour une solution politique. Mais les alliés occidentaux de la région espéraient une solution militaire. Ils ont attendu que beaucoup de gens soient tués pour comprendre qu'il n'y aurait pas de solution politique, de solution militaire. Vous venez d'évoquer une multitude de conflits et vous avez dit que l'Iran n'avait jamais commencé une guerre et qu'elle n'en lancera jamais. Pourtant, le torchon a brûlé récemment avec les tensions dans le golfe Persique. Quel est le point de non-retour de Téhéran? Ces tensions peuvent-elles mener à un conflit avec les États-Unis et de quel genre de conflit s'agirait-il? Nous ne commençons jamais une guerre, mais nous ne nous soumettons jamais à une question. Vous savez que nous avons appelé ce golfe Persique pour une raison. Il est proche de nos frontières. Nous avons plus de 2000 km de côte avec le golfe Persique. Maintenant, les États-Unis sont venus dans notre région alors que leur pays est à plus de 10 000 km. Ils installent leurs véhicules, leurs avions sans pilote, leurs drones dans nos eaux territoriales, dans notre espace aérien, et nous allons sans nul doute défendre nos eaux, notre espace aérien et notre territoire, et nous continuerons de le faire. Maintenant, le seul et le meilleur moyen d'éviter cela serait que les États-Unis cessent de s'immiscer dans notre région. C'est la source de l'instabilité. Ça a toujours été la source de l'instabilité. Je suppose que vous subissez beaucoup de pression, non seulement avec ces tensions renouvelées, mais aussi avec cette longue négociation pour un accord sur le nucléaire. Et j'imagine que cela vous a également mis beaucoup de pression sur le plan intérieur. L'Iran organisera des élections législatives l'année prochaine et des élections présidentielles en 2021. Cet accord sur le nucléaire constitue tout autant un combat pour votre propre survie politique que pour la survie d'un modèle que vous et le président Rouhani défendez, à savoir un Iran moderne et réformé, n'est-ce pas ? Je ne suis candidat à aucun poste. Je n'ai donc aucune ambition politique de survivre ou de ne pas survivre. Mais j'estime qu'il s'agit d'une réalisation importante, non seulement pour l'Iran et l'avenir de l'Iran et de notre région, mais pour la communauté mondiale. C'est l'un des rares cas de diplomatie réussie. Nous n'avons pas eu beaucoup de cas dont nous pouvons être fiers au cours des 25 dernières années. C'est l'un des rares cas où la diplomatie a réussi. Et j'ai toutes les raisons de faire de mon mieux pour le sauver. Et je pense que l'Europe a toutes les raisons de le sauver. Pareil pour la communauté internationale. Maintenant, le président Trump peut ne pas aimer cet accord. Mais je peux dire au président Trump que cet accord est également dans son intérêt et dans celui des États-Unis. Vous dites que vous n'êtes candidat à aucun poste, vous n'envisagez pas de devenir président, on ne peut pas compter là-dessus ? Vous pouvez être sûr que je ne suis pas candidat.
Et vous avez démissionné plus tôt cette année. Est-ce que cela avait un lien avec l'accord sur le nucléaire? Non, cela a un lien avec le fait que je ne suis candidat à aucun poste, mais que je souhaitais m'écarter de certaines choses. Vous souhaitez abandonner l'accord? Non, non, non. Je voudrais retourner à l'université et continuer à enseigner. Mais je resterai tant que ma présence est requise pour assumer mes responsabilités. Je continuerai tant que le peuple souhaite que je continue. Diriez-vous que c'est le combat de votre vie, que cet accord sur le nucléaire est votre mission à accomplir? Eh bien, je pense que ce qui devrait être le combat pour nous tous, c'est le combat pour le multilatéralisme et l'état de droit. Pour moi, cet accord est révélateur de l'un des triomphes du multilatéralisme et de l'état de droit. Et je pense que tout le monde devrait se battre pour cela. C'est ce que je fais. Parce que je sais à quel point il est difficile de parvenir à un accord et à quel point il est impossible de renégocier un tel accord. Votre économie en subit les conséquences. L'inflation devrait atteindre 50% cette année, le PIB devrait se contracter de 6%. N'est-ce pas une raison suffisante pour tenter d'accepter une visite au bureau ovale, ce que vous avez rejeté par exemple? Eh bien, j'en ai payé le prix. Ils ont appliqué des sanctions à mon encontre. Mais tout va bien. Si je paye personnellement le prix pour refuser de négocier sous la contrainte, ce n'est pas un souci, je le referai, sans hésiter. Mais notre économie se stabilise. Nous avons traversé la pire période. Notre monnaie a recouvré un tiers de sa valeur depuis le choc de l'année dernière, après le retrait du président Trump. Nous sommes de retour dans le vert, même si nous n'avons pas de croissance. Nous avons donc énormément souffert l'année dernière. Et les États-Unis sont en grande partie responsables des dégâts sur l'Iran. Cela représente des centaines de milliards de dollars qu'ils devront payer un jour. Un jour, ils devront payer. Merci beaucoup pour cette interview. Monsieur le ministre, pensez-vous que le président américain Donald Trump a lu cet accord? Je pense que peu de personnes ont lu cet accord. Je ne blâmerai pas le président Trump s'il ne l'a pas lu, mais je pense qu'il devrait le faire. Voudriez-vous lui envoyer cet accord? Nous pouvons le faire en votre nom si vous le souhaitez. Il n'a pas besoin de chercher très loin pour trouver l'accord. C'est un document du Conseil de sécurité. L'un des plus longs documents jamais votés par le Conseil de sécurité. Et je voudrais lui rappeler qu'il n'y a pas eu de révolution aux États-Unis et que le gouvernement des États-Unis est toujours membre permanent du Conseil de sécurité. Par conséquent, s'il n'aime pas Obama, il aime le siège des États-Unis au Conseil de sécurité. Il s'est assis lui-même sur ce siège. Son secrétaire d'État y a siégé à plusieurs reprises, y compris la semaine dernière, de sorte qu'il devrait vraiment respecter les documents émanant du Conseil de sécurité, où il a un siège permanent. Monsieur le ministre Javad Zarif, merci pour cette interview sur Euronews. Ce fut un plaisir, merci. Thank you.